Alors, à propos des manifestations antiracistes qui ont été nombreuses, et, et ça m'a fait un peu de peine, surtout pour les manifestants, parce que, et puis pour la réflexion, parce que, ayant beaucoup écrit sur le racisme, j'étais curieux, j'ai toujours été curieux de voir s'il y avait un discours antiraciste. Eh bien, il n'y en a pas. Je disais il y a déjà 30 ans dans mon livre « Le racisme, une haine identitaire », le titre explique bien que ce n'est pas une question de race, ça c'est un terme vétuste, archaïque, les gens ne s'intéressent plus aux races, ils s'intéressent aux identités, éventuellement aux ethnies, aux cultures, aux coutumes, et disons aux identités. Et donc, la haine identitaire, c'est la haine qu'une identité peut avoir pour une autre parce qu'elle pense que cet autre lui vole quelque chose d'essentiel et dont elle a besoin pour exister. Par exemple, ne la reconnaît pas, lui vole la reconnaissance. Et la reconnaissance, tout le monde en a besoin. Il y a des gens bien posés socialement et qui passent leur vie à essayer d'être un peu plus reconnus. Donc, des gens qui seraient parfaitement reconnus et sûrs de leur place, reconnus, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, une identité peut donc en vouloir à une autre parce qu'elle supporte mal son propre manque et elle l'impute à l'autre. Et donc, en écrivant ce livre, j'avais mis un petit chapitre « Y a-t-il un discours antiraciste ?» Et je vous ai déjà montré que c'est très difficile, il n'y en a pas, de sorte que je ne me suis pas trop lamenté en entendant par exemple des slogans antisémites dans ces manifs. Et je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est inévitable si une identité est imprégnée de la haine d'une autre identité de façon radicale, elle exprime ça, mais elle veut l'universaliser sous le signe de la lutte pour l'égalité. L'égalité, elle aussi, comme la reconnaissance, est tellement problématique. Bon, enfin, il y a des différences irréductibles qui font que l'égalité rêvée n'existera pas et que c'est un fantasme qu'il faut essayer de ne pas laisser devenir dangereux. Et donc, tout à l'heure, une personne amicale me disait « Ah, ce serait bien quand même, avec toutes ces manifestations, tout cet effort pour basculer le racisme dans le ravin et qu'il n'y ait plus de racisme », je lui ai dit que ce n'était pas possible, qu'il n'y ait plus de haine identitaire, parce qu'imaginez, on vivrait dans un monde sans aucune haine identitaire, sans racisme, et il y aurait deux antiracistes vainqueurs qui discuteraient. Eh bien, je suis sûr qu'ils s'empoigneraient parce que l'un reprocherait à l'autre d'avoir eu un antiracisme qui n'était pas vraiment le bon, tandis que lui avait un meilleur antiracisme, et on se retrouverait à faire des clans ennemis, les bons antiracistes et les mauvais antiracistes. Donc il faut faire son deuil de cette épuration, de toute agressivité entre deux identités ou entre une identité et toutes les autres dont elle estime qu'elle ne la reconnaissent pas. Ce qui m'a frappé, c'est aussi que le recours à des moments historiques qu'on croyait révolus,
dire aux Français, par exemple, qu'ils sont les enfants du colonialisme, que leur pays est fondé sur le colonialisme, c'est dommage. C'est un petit peu désuet et ça prouve que on n'a pas assez réfléchi pour trouver des arguments profonds. Parce que très peu de Français ont profité du colonialisme, ceux-là ont disparu. Les bons colonialistes qui colonisent l'Afrique aujourd'hui sont d'abord les Noirs, les élites africaines, les appareils d'État, dictatoriaux, moins dictatoriaux. La plupart sont plutôt assez violents. Et l'autre colonialisme qui est original, qui est nouveau, c'est la Chine qui est en train d'acheter l'Afrique. Mais ça, on n'en parle pas. Curieusement, on parle du colonialisme français. Ça veut dire que si on en parle, c'est que on l'a pas digéré. Ben, il y a des moments durs de son histoire qu'il faut digérer, ce qui ne veut pas dire assimiler, éliminer, c'est pas de la bouffe, mais qu'il faut intégrer des éléments d'altérité en soi. C'est la définition même de l'amour. L'amour, c'est le fait d'intégrer quelqu'un qui vous est radicalement autre et qui, par l'amour, fait partie de lui-même, de vous-même. Et donc, voilà, c'est une variante de l'amour que de digérer ce truc qu'en fait les parents ont plutôt bien digéré, s'en sont bien tirés, mais apparemment les enfants ont gardé un reliquat et sont en train de payer pour ce qu'ils pensent que les parents n'ont pas digéré. Alors que les parents, ils ont conquis l'indépendance de tous ces États africains, nord-africains. Certains ont émigré, ils vivent mieux ailleurs que chez eux, d'autres vivent mieux chez eux qu'ailleurs, peu importe, mais les gens se update, ils se mettent à la page, voilà, ils se mettent à jour. Et donc, c'est une espèce d'évocation de passé. Et voilà, j'entendais quelqu'un dire que l'Angleterre vit dans une mélancolie coloniale. Je trouve ça, c'est d'une méconnaissance profonde de l'Angleterre. C'est une projection de l'auteur qui a dit ça, parce que bien sûr que si les Anglais avaient l'Inde à arpenter, à régenter, aujourd'hui, ça créerait beaucoup d'emplois, mais ils en ont fait leur deuil depuis longtemps. Ils ne sont pas dans une mélancolie post-coloniale, ils sont dans une affirmation identitaire aussi par rapport à l'Europe, qu'ils sont prêts à payer très cher, qui coûte cher et à laquelle ils tiennent. Et on ne peut que leur souhaiter bonne chance. Et ils sont parmi les plus ouverts à l'étranger, parmi les autres pays européens. Donc, cette tendance comme ça à chercher des choses inatteignables, parce que le colonialisme, non seulement il est passé, mais on n'y peut plus rien. Et ce n'est pas les pays qui ont colonisé des territoires qui vont se mettre à faire quoi, repentance. Et il y a eu des comptoirs d'esclavage en France. Voltaire avait des actions dans une entreprise d'esclavage basée à Nantes. Est-ce qu'on va débaptiser la place Voltaire pour faire, je ne sais pas, la place Senghor, comme le suggérait une philosophe, la place Aimé Césaire, enfin des penseurs un peu anti et africains, etc. Non, ça n'a pas grand sens. Donc, il faut vraiment travailler pour trouver des
des points d'accrochage féconds et pas des réparations post-mortem de l'irréparable, parce que ça fait partie de l'irréparable humain, que quand un État, une puissance est très puissante, elle va conquérir à côté, puis après, les autres se réveillent, deviennent plus forts, ils l'évacuent, ils l'expulsent, et puis les autres rentrent chez eux, et l'histoire continue. On ne va pas passer notre temps à chercher comme ça des sujets de rancœur qui soient inatteignables, surtout. Et j'ai entendu comme ça et parler d'une tendance intersectionniste. C'est un concept nouveau. Enfin, nouveau, il date déjà. Mais ça consiste à pointer dans une personne l'intersection de tous les ensembles oppressifs pour elle. Elle est opprimée en tant que femme, elle est opprimée en tant que noire parce qu'elle est noire, elle est opprimée en tant qu'immigrée, elle est opprimée en tant que peut-être handicapée, elle est opprimée, etc. Elle est opprimée en tant que femme battue, etc. Et on a l'impression de chercher une espèce de noyau maximal qui ferait le plein de toutes les raisons de se dire victime, et on serait très content. En fait, cet intersectionnisme, il a une autre fonction, c'est de recouper un mécontentement par un autre mécontentement, qui lui-même recouperait encore un autre, etc. Et on les coifferait tous par le symbole de ce noyau, de cette femme que j'évoquais, qui deviendrait le symbole de tous les mécontentements, de toutes les victimisations, et ça donnerait à cette texture où les mécontentements se relayent, se recoupent, une sorte de globalité. Il y aurait une totalisation qui ferait un tel mécontentement que quoi ? D'abord qu'il serait universel et que ça renverserait l'ordre planétaire qui n'en demande pas tant. Donc peut-être qu'il faut reprendre un peu ses esprits, faire son deuil d'une disparition de ce qu'on appelle racisme avec des guillemets, c'est-à-dire la haine identitaire, puis essayer d'ouvrir son identité à autre chose. Et je rappelle encore une fois que la chose, l'événement humain qui date depuis la nuit des temps et qui ne cesse de se répéter globalement et subjectivement, et qui permet de secouer les identités, c'est le rire, l'humour et l'amour. C'est-à-dire la sensation qu'on est décalé de soi et que le but n'est pas de se réasseoir dans soi avec une assise pleinement et universellement reconnue. Voilà.